Salut Antoine, Bonjour Steve, comment vas-tu? ça va très bien, merci de m'avoir invité. Je te remercie. Merci aussi pour l'invitation. Alors moi je suis en tournée de France, je suis dans le sud et comme je sais que tu es sur Aix-en-Provence et que j'étais à Cannes, on a réussi à se retrouver. Alors j'en profite parce que tu as une thématique très intéressante sur tes chaînes, tu travailles beaucoup la relation de couple Tout à fait. et comment se remettre avec son ex et comment gérer les pervers narcissiques. Alors moi qui ai une communauté d'hypersensibles, c'est une question qui est assez récurrente et comme tu es spécialisé dans cette thématique, je trouve que c'est intéressant de t'interviewer là-dessus. Alors je voulais savoir quelle était la principale raison, la, la raison la plus récurrente pour laquelle les couples se brisent dans tes coachings. Ah mon Dieu, il y en a tellement, ça dépend des âges, ça dépend du genre. Il y a beaucoup d'infidélité, je dirais. Et en numéro 2, je dirais beaucoup d'incompréhension dans le couple. Typiquement, l'hypersensibilité peut créer ce genre de problème. On se comprend pas, et puis on finit par se séparer sur des fois des bêtises. On s'est juste mal compris, on n'a juste pas compris l'intention de l'autre, et puis les frustrations s'accumulent et on finit par se séparer. Ok. À quoi c'est dû à ton avis? Est-ce que c'est un problème de communication? Majoritairement, ouais, ouais, ouais. Les hommes et les femmes restent très très différents et on peut avoir les mêmes mots pour dire des choses qui sont totalement différentes. C'est des choses que je pense qu'on a tous vécu dans sa vie. Tu as une intention, tu veux faire bien et l'autre le comprend totalement différent. Tu veux juste dire à l'autre que quelque chose te dérange dans ce qui se passe dans le couple ou dans une situation qui a été vécue il n'y a pas longtemps, et l'autre le prend comme un reproche ou comme un rejet. Donc les blessures de l'un vont venir résonner sur tes paroles qui étaient juste à la base, t'exprimes ta blessure et tu viens malheureusement taper sur la blessure de l'autre. Ça m'a fait de la peine quand t'as fait ça, l'autre se sent rejeté, t'arrives sur sa blessure du rejet, et du coup tu lui fais de la peine aussi, et du coup les deux s'en retrouvent à être incompris. Le couple, les dynamiques de couple restent fascinantes, et je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour étudier comment ça fonctionne, je trouve ça merveilleux. Je pense que c'est peut-être même la problématique de l'humanité finalement. Oui, Ce problème de communication et de trouver une harmonie, parce que tu le vois dans le couple, mais je pense qu'on peut retrouver ça à plus grande échelle à travers les religions. Tu vois le conflit Israël-Palestine. ouais. On va pas digresser, mais c'est un petit peu cette même chose. Ce problème, j'ai un affect, j'ai du mal à l'exprimer et je j'arrive pas à le faire de manière non violente en fait. Oui, il y a la partie communication non violente, communication non verbale. Euh, on a dit que les mots pouvaient dire certaines choses pour les uns et pour les autres. Et puis même si on va plus loin que ça, euh, des phases du couple peuvent être, c'est quelque chose que je vois énormément en ce moment. Euh, on hérite chacun de comportements de nos parents ou de nos grands-parents. On hérite de génétique, D'épigénétique. d'épigénétique. On parle beaucoup de transgénérationnel en ce moment. Je vais essayer de vous trouver un exemple simple à vous dire après. Et du coup, deux personnes qui héritent de certaines situations peuvent être en phase, même en phase sur leur névrose parfois. Tu es en phase sur tes névroses et ça match à fond. Et puis après ça, tout d'un coup, le machin va exploser parce que les schémas récurrents de l'un et de l'autre peuvent être parfois en phase et parfois complètement en opposition de phase. Et donc tu comprends pas ce qui fait que tu as tellement aimé cette personne, ça s'est bien passé avec elle, et tu n'arrives pas non plus à comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup ça ne matche plus du tout. L'autre est quasiment comme un inconnu face à toi. Je vais essayer de te trouver des exemples. Je vais vous donner plusieurs exemples. Il y en a qui sont super compliqués et d'autres qui sont plus simples. Euh, j'ai eu un couple il n'y a pas longtemps où l'homme et la femme, c'est un couple hétéro. L'homme a eu un père très absent. Et il se trouve que sa compagne, avec qui ils ont eu un enfant, a aussi eu un père très absent. Donc les deux matchent sur ce point-là. Ils se sont retrouvés sur la même blessure. Ils se retrouvent exactement sur la même blessure. Et même si on remonte à plus loin que ça, dans leurs grands-parents, les grands-pères, le grand-père de l'un et le grand-père de l'autre, étaient aussi des parents qui étaient très absents, avec à chaque fois une mère qui compensait. Donc ils étaient exactement en phase sur le même modèle. Et c'est généralement le père absent, pas toujours, mais a plus de chances de générer une forme de dépendance affective. Sauf qu'en réalité, cette dépendance, au début, peut faire un couple qui est extrêmement fusionnel, c'est-à-dire que c'est l'amour de ta vie. Il pourrait même quasiment parler deux langues différentes. C'est-à-dire que même, on pense souvent, quand on pense au couple, on pense souvent au couple.
Et en communication de couple, au premier degré, est-ce que les mots que je dise ne te vexent pas, etc. Mais en fait, quand tu as toute cette épigénétique, tout ce transgénérationnel, tu viens quasiment vibrer le même type d'énergie, l'énergie du manque. Et les mots n'ont quasiment plus d'importance. Des fois, ils en ont, sur les petits conflits. Des fois, il y a quelque chose qui est plus interne. Tu as une espèce de machin qui, au fond de toi, réclame cette personne-là. Sans savoir qu'en réalité, tu es juste en train de vibrer le même genre d'énergie. Mets le mot dessus. Énergie, épigénétique, transgénérationnelle, ADN, psychologie, éducation parentale. Mets les mots que tu veux, mais tu vibres le même genre de choses avec l'autre. Et ces deux personnes qui sont dépendantes vont tout d'un coup être comme collées l'une à l'autre. Ils vont fusionner, il y aura quelques mois ou même quelques années parfois qui seront géniales. Et puis tout d'un coup, à la fin, cette dépendance peut, lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, peuvent se traduire de manière différente. L'un des deux, par exemple, quand il y a des problèmes, peut vouloir se rapprocher de l'autre et dire il y a un problème, donc soyons plus proches. Là où dans d'autres cas, la dépendance de l'autre peut lui dire il y a danger, je vais souffrir et je vais aller me coller à quelqu'un d'autre. Et donc cet homme ou cette femme passe d'un mode extrêmement fusionnel à tout d'un coup absolument plus rien, ce qui laisse l'un des deux en complet désarroi. Et on a tendance à penser qu'on est pareil, sauf qu'en réalité, sur certains points, on peut s'avérer être différent. Je ne sais pas si mon exemple est très clair, dites-moi. Dites-le dans les commentaires. Mais en tout cas, étudier la famille de sa famille et la famille de l'autre aide vraiment beaucoup à comprendre par qui on est attiré. Et généralement, et si on pense qu'on a le libre arbitre de qui on aime et de choisir qui on aime, parce qu'on se dit, par exemple, je sais pas, prenons une caricature, j'aime les blondes à grosse poitrine, pour prendre Elise Moon, j'aime les blondes ensuite, il n'y aura pas que ça, ce sera même quasiment un détail dans cette histoire. Si t'aimes cette femme-là, ou si t'aimes cet homme-là, ce sera hérité d'un machin qui sera vachement plus profond. Ou, par exemple, si jamais... tu me dis quand j'arrête de parler. Si jamais un homme... Reprenons le sketch d'Elise Moon. Je cherche une femme blonde à forte poitrine. Si jamais tu cherches ce genre de profil, il y a des hommes qui sont à l'excès là-dedans, qui cherchent une femme qui soit extrêmement belle, etc. On parle de femme trophée, femme objet. C'est très souvent dans l'idée d'impressionner le père ou la mère en montrant qu'ils ont réussi. Voici ce que je suis capable d'avoir. C'est une validation extérieure. Validation extérieure. Je ne suis pas une personne qui est sans importance. Vous ne m'avez pas regardé. Voici qui je suis capable d'avoir. L'homme se dit, c'est normal. Et il peut même justifier ça, ou il peut même aller argumenter en interne, se dire, si j'aime les femmes qui ont une grosse poitrine, ou des hanches comme ci, comme ça, ou qui sont blondes ou brunes, c'est parce qu'il y a une forme de logique, parce que l'être humain se reproduit comme ça, là où en fait il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, je cherche juste à épater les parents. Et il y a quelque part, il n'y a rien de neuf là-dedans, parce que Freud en parlait depuis bien longtemps, mais on se rend compte à quel point, dans plein d'autres domaines connexes à ça, en étudiant toute une descendance, on peut se rendre compte qu'en fait on est programmé pour faire des choses. Et arriver à se déprogrammer ou à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce genre d'envie permet d'éviter des soucis de couple, des ruptures, et puis après ça de chercher les bonnes personnes. Alors justement, ça, je rebondis, comment on fait pour s'émanciper de ces blessures? Est-ce que c'est une fatalité? Tu sais, beaucoup dans ma communauté déplorent le fait de rester bloqué émotionnellement sur des blessures et de ne pas réussir à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier, ou est-ce qu'on est condamné à répéter inexorablement les mêmes schémas comme ça toute une vie? Mais c'est une excellente question. Déjà, en prendre conscience, c'est déjà quelque chose de positif. Je prends conscience que je répète des choses de mon enfance. Moi, j'ai une drôle de vie. Mon père, si mon père regarde, mon père n'a pas eu son baccalauréat. Il vient d'une époque où c'était après-guerre, c'était pas nécessaire. Il a eu son baccalauréat, et pour prouver qu'il était intelligent, a beaucoup travaillé toute sa vie. C'est pas qu'il m'aimait pas, moi en tant qu'enfant, c'est juste qu'il travaillait énormément. Moi, en tant qu'enfant, je me suis dit, si mon père n'est pas là, c'est que mon père ne m'aime pas, je ne suis pas suffisant. On va arriver à l'hypersensibilité après. Je me suis dit, je ne suis pas suffisant, donc je vais devoir faire plein d'efforts. Typiquement, j'ai une chaîne YouTube, ce qui n'est pas un hasard. Faire plein d'efforts, montrer que je sers à quelque chose, pour montrer à mon père que je sers à quelque chose dans la vie. Les gens me regardent, donc mon père devrait me regarder. Et ma fille, qui est une adolescente, si ma fille me regarde, comme je travaille beaucoup, je regarde un peu moins ma fille, un peu plus mon travail. Et ma fille travaille énormément pour m'épater aussi. Donc on se transmet juste à mon échelle des tonnes de choses qui sont comme ça. Et ton père est comme toi? Est-ce qu'il y a ce côté très dynamique, très hyperactif? On reste un peu différent, mais en tout cas, ça se trouve, ça fait 20 ou 30 générations qu'on se traîne ça en permanence. Comment on fait pour s'en émanciper? Déjà en prendre conscience, regardez où ça bloque. Souvent, on parle d'angle mort ou de zone d'ombre.
Nietzsche disait parler de la part d'ombre qu'on a en soi. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont dans l'ombre. Si on avait conscience, ce serait pas de l'ombre, tu vois. Bref. Donc aller voir un thérapeute, un coach, un psy, un psychologue, un psychiatre, faire une psychanalyse, permet de se rendre compte de ça. On a trop la tête dedans pour pouvoir s'en rendre compte. Il y a des théories sur les hypersensibles qui disent que une personne hypersensible, alors je t'apprends rien, hein, c'est vous qui allez l'apprendre aujourd'hui sur cette chaîne, une personne hypersensible, il y a une partie d'inné et d'acquis. En gros, je suis hypersensible parce que mon corps est génétiquement créé comme ça, mais aussi d'acquis. Par exemple, moi qui suis... Alors, je ne suis pas hypersensible, je suis sensible, donc je suis un cran en dessous. Je suis sensible parce que mon père... Alors, je reprends mon père, si papa me regarde, si ma mère me regarde, ma mère était plus démonstrative. Mon père montrant très peu, étant pas souvent là, et c'était un père excellent au passage, hein, mais mon père étant pas souvent là, et étant assez peu démonstratif, il grognait 2-3 mots, il était là, mais pas forcément... très démonstratif, pas des je t'aime, pas de oh, mon fils, pas les sourcils, etc. Tu dois développer ton hypersensibilité pour pouvoir lire ça chez l'autre. Tu dois, comme un radar, devrait se mettre sur plus fort pour pouvoir lire les signaux. Oui, mon père même, je suis capable d'analyser son visage, d'écouter les sons un peu plus forts, de pouvoir voir un peu mieux, de pouvoir avoir plus d'émotions quand j'ai un tout petit peu. Et là, tu pourrais dire c'est que de l'acquis, sauf qu'en fait, dans la partie innée, comme on parle de transgénération, etc., les deux sont quasiment mélangés. T'es de la même lignée, en fait. C'est aussi parce que tu as des facteurs qui favorisent ça. Peut-être que ton père montre moins, bref. Mais du coup, finalement, tu deviens hypersensible ou tu l'es aussi parce qu'il y a une raison, parce que tu viens d'un endroit. Alors, pas à 100%, on reste sur des statistiques, des pourcentages, mais en tout cas, ça peut aussi expliquer une forme d'hypersensibilité. Et en prendre conscience te fait déjà dire que tu vois à peu près de là où ça vient. Tu peux aussi, après ça, ça se résout, tu peux changer ta façon d'aborder les gens. Si jamais tout d'un coup tu sais que tu as cherché par exemple que des blondes à forte poitrine, tu peux dire bah, en fait c'était peut-être pour épater quelqu'un, et puis peut-être qu'un jour tes parents décèdent, mais tu restes toujours dans ce mode-là, et puis ça sert à rien en fait, tu réalises que tu es en train de courir après quelque chose qui n'a plus de sens. Donc ça se fait en travail au cas par cas. Et un hypersensible, la grosse faille de l'hypersensible, notamment dans les relations perverses, c'est que tu hérites d'un machin en permanence, tes parents étaient parfois aussi dans des relations toxiques, dont tu hérites aussi, et tu deviens une proie gigantesque pour une personne qui serait par exemple perverse narcissique. Alors, une fois que tu en as pris conscience, qu'est-ce que tu fais après? Une fois que tu sais à peu près ce qui est boiteux, ce qui est déséquilibré dans ton histoire, dans tes référents, tes parents, comment tu fais ensuite pour être plus résilient par rapport à ça? Alors, c'est une super question, et toutes ces questions d'avant, tu es super aussi. Comment faire pour devenir plus résilient? Déjà, une fois que tu te connais, une fois que tu sais que tu es hypersensible, tu peux te mettre dans des endroits, on en parlait juste avant, dans des endroits plus calmes, où toute ton hypersensibilité sera moins mise en place. Tu peux lire des livres pour voir que il y a plein de choses qui t'excitent ou qui vont augmenter ça. Mieux dormir va baisser ton hypersensibilité. Attention, entendez-moi, statistiquement, pas pour tout le monde, et je fais beaucoup de raccourcis aujourd'hui. Mieux dormir, manger équilibré, être dans un endroit beaucoup plus calme, moins être dans la foule, moins être dans des endroits sonores stressants. Tout ça va déjà favoriser le fait de se détendre, mieux comprendre d'où est-ce qu'on vient, pourquoi est-ce qu'on l'est, est-ce que c'est que génétique, est-ce que c'est appris, permet aussi de savoir ça. Et tout d'un coup, une fois que tu as fait tout ce travail, tu vas pouvoir découvrir un peu mieux vers qui tu peux être attiré et quel serait de meilleurs profils pour toi. Une fois que tu arrêtes de reproduire bêtement un machin, tu passes d'un statut de victime à un endroit où tu prends conscience des choses et tu deviens responsable. Je suis hypersensible, c'est une de mes caractéristiques. Je peux peut-être à moindre dose baisser cette hypersensibilité. Je ne dis pas l'enlever entièrement, mais je peux peut-être la baisser un tout petit peu ou la contrôler, et je peux aller vers d'autres types de profils qui seraient meilleurs pour moi. Ouais. Comme par exemple une personne qui ne serait pas toxique. En gros, c'est pas être victime de son hypersensibilité, et pour moi, c'est pas un défaut, c'est pas une tare. Exactement. Ça comporte plein de qualités, en fait, plein d'avantages. Et pour synthétiser, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut sortir du pilote automatique, être davantage présent à soi. Oui, à travers des environnements plus propices, une meilleure alimentation, être bien avec soi-même, pour justement reprendre le contrôle, reprendre les commandes, et ensuite ne plus vivre sa vie par défaut, mais vraiment choisir. C'est totalement ça. Et il y a une forme de responsabilité. Beaucoup d'hypersensibles qui, par exemple, qui ne regarderaient pas ta chaîne, pourraient se dire, je suis victime d'un patron qui ne comprend rien, qui est hyposensible. C'est un pervers narcissique. Je suis victime de mon mari qui se comporte comme ça. Je suis victime de mes enfants, du bruit de la vie, etc. Et c'est arriver à
j'intègre le fait que je suis hypersensible. Le principe de responsabilité, c'est que maintenant je suis responsable de moi, j'arrête de blâmer les autres et je reprends le pouvoir et le contrôle sur ma vie pour me mettre dans des situations. C'est comme si jamais j'avais une Formule 1 et que je la mettais sur une route de montagne. On sent bien que ça marcherait pas. Je pourrais pas blâmer la montagne, tu vois. Mais une Formule 1 sur un circuit de voiture. Il y a le circuit de Monaco. Exactement. Mais justement, tu touches à un point super fort. Moi, des fois, je me sens désœuvré. C'est pas malveillant du tout, mais j'ai beau apporter plein de contenu sur ma chaîne sur comment résoudre telle problématique en lien avec l'hypersensibilité, et les gens voient ça comme une fatalité, et comme si c'était quelque chose qui était insoluble en fait. Est-ce que tu as quelque chose pour les rassurer, ou en tout cas pour ouvrir une porte peut-être, parce que moi, j'arrive pas toujours à avoir à provoquer ce déclic, tu vois? L'hypersensibilité, c'est un profil qui va avec des... La vie est bien foutue, il y a des yin et des yang, le machin se complète bien. Être hypersensible t'apporte plein de choses positives et aussi plein de choses négatives. Mais finalement, comme tout type de profil, être un haut potentiel t'apporte plein de choses positives et aussi plein de choses négatives. Être normo-pensant ou neurotypique t'apporte aussi, ou atypique, t'apporte tout un tas de choses. C'est prendre conscience de ton profil. Dans un jeu vidéo, on le comprendrait bien. Je prends tel type de personnage, tu sais, tu peux prendre pour tous les gamers ou les gameuses, tu prends des personnages, ils ont chacun, voilà, s'ils sont beaux, ils sont moins forts, s'ils sont forts, ils sont moins beaux, s'ils sont plus agiles, ils sont plus petits, s'ils sont plus grands, ils sont moins rapides. C'est juste que tu as un profil et sache l'exploiter. Être hypersensible est une chose géniale quand on en prend conscience, quand on est responsable, quand on prend sa responsabilité, quand on le met aux bons endroits, c'est aussi l'occasion souvent de déployer ses émotions, peut-être d'avoir un côté un peu plus artiste, De se démarquer. de se démarquer, de pouvoir peut-être aussi d'avoir un métier qui met ça en place. Il y a des métiers qui sont géniaux pour les hypersensibles. Il y a même une tonne de métiers qu'une personne qui ne serait pas sensible ne pourrait pas faire. Et encore plus maintenant avec notre époque où on peut davantage se réinventer. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'arrête pas de vivre des échecs en couple? Tu sais, des échecs en chaîne en fait. À chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient. Est-ce que... Personne hypersensible. Personne hypersensible, ouais. Et, Tu sais, le plus souvent, elles se sentent rejetées ou abandonnées. on vit les choses, quand on est hypersensible, on vit les choses beaucoup plus fort que tout le monde. C'est le radar vraiment qui est calibré sur beaucoup plus fort. Et je pense qu'il faut trouver un profil qui soit profil jumeau, en fait. Et il y en a, par chance, plein. On en parlait juste avant. Pour moi, qui est le profil un peu Asperger, à vérifier. Les tests le disent, mais est-ce que je le suis vraiment ou pas? Et qui a du mal à lire les émotions des gens sur leur visage. Alors, l'Asperger, c'est pas qu'il n'a pas d'émotions, il y en a tout autant que tout le monde. Il n'est pas hypersensible, mais il est sensible comme tout le monde. C'est juste qu'il n'arrive pas à lire les émotions. Un Asperger est un hypersensible, c'est génial. L'hypersensible montre plus ses émotions qu'un autre. Donc moi, je suis plus à l'aise avec une femme qui serait hypersensible qu'avec une femme qui ne le serait pas. Parce que j'arrive pas à lire les gens. Hypersensible montre plus. Donc génial. Ouais. Ou peut-être même deux hypersensibles ensemble. Il y a au potentiel, il y a ce qui s'appelle la comorbidité. Au potentiel hypersensible, je crois qu'on est à 30%. Donc ça veut dire que beaucoup d'au potentiel sont aussi hypersensibles. Il y a tout un tas de profils qui sont comme toi et qui sont chouettes. Maintenant, tu peux aussi dire que tu es hypersensible et que tu as besoin d'avoir un rocher, un roc dans ta vie. Admettons, je suis une femme de 50 ans hypersensible, j'ai besoin d'avoir un mec qui soit hyposensible, parce que ça va venir compenser. Ça apporte la solidité. La solidité, c'est aussi un choix à faire. Est-ce que tu veux une personne qui vibre comme toi ou une personne qui vienne te calmer parce que tu l'es trop? Il y a quelque chose d'assez personnel, il n'y a pas une forme de règle générale, c'est demande-toi, en général, avec quel type de personne tu te sens bien en amitié, et tu auras à peu près ton type de réponse en amour. Ouais, ok. Et fais gaffe aussi aux profils qui vont abuser de ton hypersensibilité ou de ta sensibilité, comme tout ce qui est personne toxique, manipulateur, pervers narcissique. C'est des gens qui vont utiliser ça pour te rendre dingue. Alors justement, est-ce que les hypersensibles sont des proies privilégiées pour les pervers narcissiques? Mais évidemment, prends l'image suivante. Admettons que tu es quelqu'un qui est un perchiste, qui prenne le son sur un set de télévision ou de cinéma. Il a sa perche, il a ses écouteurs. À chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, t'as que à hurler ou à taper des mains devant sa perche pour qu'il devienne dingue. T'as une forme de manipulation qui est plus simple de manipuler quelqu'un qui est hypersensible que quelqu'un qui ne l'est pas. Tu peux être hypersensible au son, à la lumière, au manque de sommeil, aux émotions. C'est quelqu'un qui est plus simple à manipuler. Parce qu'il est sensible. Et tu peux en plus après ça l'embrouiller, lui dire qu'il en rajoute, il exagère, qu'il invente des choses, etc. Donc ouais, beaucoup. C'est un profil privilégié pour toute personne qui serait perverse narcissique.
parce que c'est plus simple à manipuler. Alors justement, tu dois avoir beaucoup de clients qui sont hypersensibles puisque tu fais des vidéos sur l'hypersensibilité. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Comment réagir face à un pervers narcissique? Il y a souvent il y a une phase, on va prendre les femmes dans cet exemple-là. Il y a une phase de 2-3 mois pendant laquelle on se tourne un peu autour, on s'embrasse, on se met en relation, et émotionnellement, on peut en sortir facilement. Et puis arrive un moment où on tombe super amoureuse de ce mec-là. Euh, et le souci étant, c'est pas de les éviter parce qu'on les voit pas au début. Le souci, c'est d'arriver à en sortir au moment où on se rend compte que la relation, elle est pas bonne. Donc, ce que je recommande souvent aux gens, prenons l'exemple d'une femme là-dedans, ce serait de se dire, je vais me laisser quelques temps pour l'observer, avant de me laisser aller à tomber amoureuse. On dit qu'on choisit pas l'amour, mais en réalité, on peut quand même se laisser aller à continuer une relation ou pas. Et si jamais au fond de toi, ton intuition, un hypersensible est une personne qui a une intuition qui est gigantesque. Il suffirait juste de s'autoriser à écouter son intuition, plutôt que d'écouter celui des autres, de se dire, est-ce que j'ai l'impression que cette personne me comprend, elle est sensible, ou est-ce qu'il y a des failles dans le scénario? Il y a des choses dans ce qu'il me dit, il me dit qu'il est sensible et qu'il me comprend et qu'il fait gaffe, mais par endroits, il y a des failles. Et souvent, une personne, même un bon acteur en couple, a des failles qu'on peut repérer. Et écoute ton intuition avant de te laisser aller dedans. Et puis parfois, il faut souffrir. Quand on est hypersensible, on ressent les ruptures x10 par rapport à un autre. Puis des fois, c'est aussi se dire, ben, je vais souffrir. Ça va être dur, mais Ça fait partie de l'amour. ça fait partie de l'amour aussi. Ouais. Et puis c'est aussi une chance parce que même si c'est dur, la rupture, c'est 10 fois plus dur que pour quelqu'un d'autre. C'est aussi se dire, quand j'aurai un bonheur dans mon couple, ce bonheur sera peut-être aussi 10 fois plus grand. C'est difficile, mais on survit. Mais on peut vivre avec ça. C'est difficile, mais on va vaincre. Ok. Alors pour se prémunir des relations toxiques, donc tu conseilles de se fier à son intuition, mais est-ce qu'il y a des signes quand même qui sont assez qui sautent aux yeux lorsque tu as un pervers narcissique devant toi? Parce que si tu tombes dans les mailles de son filet, c'est que tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est quelque chose de très pernicieux qui vient très doucement. Comment tu fais pour détecter ça, ce processus? Il y a quelque chose que je trouve souvent, l'impression qu'on a, c'est quand ça match beaucoup trop. Tu dis ça, c'est marrant. Il me comprend, il fait gaffe à ce que les lumières soient aux bons endroits, il met pas la musique trop forte, il me pose plein de questions. Très prévenant, voire trop prévenant. Intrusif? Comment c'est intrusif? Est-ce que quand tu dis trop, il rentre pas trop dans la sphère de la personne? Dans la sphère de la personne, ça se passe trop bien, il te dit exactement ce que tu veux entendre. On se met d'accord, c'est génial de tomber amoureux, et parfois on tombe sur la bonne personne, et ça se passe exactement comme ça. Mais c'est rare. Il y a un truc qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand c'est vraiment trop chouette, j'ai toujours cette tendance à faire, pas un pas en arrière, mais à me dire, méfions-nous. C'est bizarre à dire, hein. Je dois me méfier parce que c'est vraiment trop chouette. Et ça, je l'ai appris, ça. Quand c'est trop parfait, Quand c'est trop parfait, il y a anguille sous roche. il y a anguille sous roche. Je me méfie de quelque chose. Et attention, hein, je dis pas que toute relation parfaite mène à ça, bien au contraire, mais c'est juste se dire, je vais me laisser le temps de découvrir l'autre. On découvre toujours l'autre dans le temps. Donc se dire, je suis hypersensible, pourquoi pas... j'ai des clientes qui me disent, moi je parle avec un homme pendant plusieurs mois avant de me décider à aller plus loin. Ce qui va vraiment à l'encontre d'une société moderne de consommation. Tout le monde, d'immédiateté, tout le monde couche avec tout le monde, et on y va, et on prend sur soi, et on éteint son hypersensibilité autant qu'on peut, puis on y va pour ressembler à tout le monde. C'est prôner la slow life, prendre son temps, découvrir qui il est, et puis même aller voir son environnement, son entourage, ses amis, voir si... Maintenir un mensonge sur 6 mois, c'est compliqué. Prendre son temps quand on est sensible, y aller d'autant moins vite qu'on est hypersensible. Donc c'est faire des crash tests sur le plan social, avec les parents, Exactement. avec les amis. Parents, amis, bien sûr, travail, comment ça se passe, connaître un peu son passé. Il y a toujours des tonnes d'informations qu'on peut avoir par rapport à ça. Ok, on peut faire ça sans trop s'engager. Au mieux, C'est ça. on reste toujours à faire au mieux. Et l'amour, entre l'amour et la raison, l'amour gagne souvent sur la raison, mais essayer de faire au mieux pour éviter les dégâts, quoi. Faire au mieux pour pas tomber dedans, pour pas s'écraser par la suite. Ok. Alors moi j'ai une question qui est peut-être plus personnelle, mais qui parlera peut-être à la communauté. Tu dis que l'amour est plus fort que la raison, mais justement, quand je rencontre quelqu'un, j'ai tellement envie que ça marche que
même si j'ai de l'intuition, je suis amené à la brider et à hyper mentaliser surtout et à me demander vraiment est-ce que ça va le faire, est-ce que je fais les choses bien ou est-ce que cette personne va vraiment répondre à mes besoins et qu'est-ce que ça va donner dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce que ça va être la mère de mes enfants, comment ça va se passer avec ma mère, enfin des questions de ouf qui en fait... C'est quoi, c'est la peur de se tromper? La peur de se tromper et du coup ça brise toute spontanéité en fait. Et ça c'est terrible. C'est super intéressant. On va pas trop rentrer sur toi-même dans ta propre chaîne, mais c'est tellement, ça rejoint tellement ce que tu disais tout à l'heure, la peur de se tromper. Moi, j'avais des parents. Voilà. on y arrive, on y arrive. Je suis sur le divan. Il y a des divans derrière, je vais m'allonger. Allonge-toi, parle-moi de tes parents. Mais j'ai des parents cool. Enfin, j'ai pas de père, mais j'ai ma mère. Voilà, c'est elle qui m'a élevé. Du coup, elle a dû faire l'homme et la femme. Et du coup, elle a été assez dure. Et je sais que se tromper, c'était quelque chose d'assez difficile à gérer avec elle. Et tu vois, j'ai 41 ans. Voilà, j'ai rompu il y a 1 an. Je me suis encore trompé. Et à chaque fois, c'est dur, tu vois. C'est dur de justement, quelque part, il y a cette recherche de validation. Et je sais que ça la stresse de savoir que je suis un célibataire tout seul. Et savoir que pour elle, que je suis avec quelqu'un, que je suis bien, moi, ça me fait plaisir et ça me rassure qu'elle soit rassurée. Et c'est une recherche de validation. Mais comment on fait pour sortir de tout ce calcul, de cette validation extérieure et juste un petit peu s'abandonner et s'offrir cette spontanéité? C'est très intéressant. Et ça mériterait quelques séances pour qu'on en parle. On en reparlera en off. L'enfant se crée avec avec 2 pôles. Le modèle du père et de la mère. Dans un couple hétéro qui représente 99,9% de la population. On va pas parler des autres. On va parler d'un couple standard. Il se crée en opposition, il y a 2 pôles qui s'opposent, la masculinité et la féminité. Dans notre société moderne, toi ton père était absent, dans la société moderne, il est très fréquent, par exemple dans une garde alternée, ou un père qui serait un peu distant, que la mère prenne les 2 rôles. C'est-à-dire que c'est un cas qui devient quelque chose d'assez classique. Donc la mère doit prendre les 2 rôles. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas se créer en contradiction avec 2 pôles entre lesquels il pourrait osciller, ressembler à l'un, puis ressembler à l'autre, puis détester l'un, détester l'autre, aimer l'un, aimer l'autre, et finalement se créer sa propre personnalité. C'est ta mère qui a fait au mieux, j'imagine, pour que ça se passe comme ça. Ça crée forcément, arrivé à l'âge adulte, des fluctuations. Tu m'as l'air d'être un homme équilibré, a priori. Mais on sent bien que, par exemple, sur la phrase où tu as peur de se tromper, il y a probablement, je dis ça, j'en sais rien et on n'est pas en consultation, mais probablement une peur de décevoir la mère. Tu m'as dit, elle était très dure et je sais que ça l'inquiète, etc. Tu as 41 ans, tu fais ce que tu veux, pas de pression. De Niro a eu un enfant à 82 ans, là, il y a 1 mois de ça. Ils sont toujours ensemble. Tu as le temps, tu as cette chance d'être un homme aussi, de ne pas avoir l'horloge biologique, tu as le temps de faire ça quand tu veux. Il y a un travail de lâcher prise. Tu peux aussi te dire, génial, j'ai la chance de pouvoir rencontrer plein d'autres femmes ou plein d'autres hommes ou faire des expériences ou me faire des amis et lâcher prise un grand coup. Et la seule personne que tu as à rendre heureux aujourd'hui, c'est toi. Et si tu as cette pensée sur l'avenir, c'est que ça va trop loin, c'est revenir à du méditer au temps présent. Et je crois que des fois, c'est aussi la capacité d'être surpris par d'autres profils. À chaque fois que j'ai des clients qui tombent amoureux, c'est quand je leur apprends à se lâcher prise. C'est lâcher prise un grand coup, plus personne n'attend rien de toi, ça se passe très bien, amuse-toi. Et être curieux, je pense que la curiosité est déjà un super début. Tu vas dans un date, dans un cas tu te dis, on imagine, hein, dans un cas tu te dis, je dois lui plaire, ça doit être la bonne pour ma mère, je ne dois pas me tromper, si ça se trouve, est-ce que je vais vérifier 30 points sur mon cahier pour savoir si elle est bien ou pas, etc. Tu te mets une pression dingue. Pour la mère, on parle de trucs hérités, et ce serait même intéressant de voir sur les grands-parents comment c'est passé au passage. Et dans l'autre cas, tu te dis, je vais juste être curieux, je vais rencontrer une femme, admettons que ce soit une relation hétéro, je vais rencontrer une femme qui sera peut-être géniale, et je vais voir qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, qu'est-ce que je peux découvrir, qu'est-ce que moi je peux lui apprendre, est-ce qu'on va devenir copains, est-ce qu'on va devenir petits amis, est-ce qu'on sera meilleurs amis pour la vie, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, peut-être. Est-ce qu'elle a une passion? Est-ce qu'elle fait un sport? Elle fait de l'arbalète? Génial! Comment ça marche l'arbalète? Pourquoi l'arbalète? Elle fait de la peinture. Et toi aussi, tu as une passion, tu fais ci et ça. On va pouvoir échanger. Et dans tous les cas, on passera une bonne soirée. Et là, tu reviens être curieux. À chaque fois que tu stresses, redeviens curieux. Et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui. Redevenez curieux, souriez, rigolez et lâchez prise sur le résultat. C'est pas ne pas s'intéresser à rencontrer quelqu'un parce que tu peux être dans une démarche tout en lâchant prise.
c'est revenir à des choses de base. Même quand on était plus jeune, quand on avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, on se mettait pas cette pression-là. On mettait souvent des années, des mois, des années avant de rencontrer quelqu'un, avant le premier bisou, avant le premier passage à l'acte. On prenait notre temps, quoi. Il faut revenir à un système. Plus tu prends ton temps, plus tu t'amuseras, plus tu seras curieux, plus tu prendras ton temps pour ça, plus tu as de chances de réussite là-dedans. Et puis peut-être que la femme que tu rencontreras dans la date, sa meilleure amie ou sa cousine, ou sa fille, ou sa mère, ou sa tante, ou sa grand-mère, sera la bonne personne. Dans ce cas, génial, tu as fait une personne de plus dans ton réseau, tu as augmenté ton réseau, elle va pouvoir te sortir dans des endroits, dans des expos, rencontrer d'autres gens et rigoler. Et tu arrives dans une toute autre démarche. Tu n'as plus de pression, et bizarrement, c'est quand tu n'as plus la pression que le machin marche d'autant mieux. Ouais. Donc si je résume, c'est curiosité et hédonisme un peu. Ouais. Hein, et patience. Et patience. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, c'est revenir à l'état naturel d'enfant. C'est Ouais. s'adonner au jeu d'enfant. C'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, on oublie souvent de jouer, de s'amuser, d'être drôle. Je dis pas jouer dans le sens qui peut être mal perçu, mais c'est s'amuser, retrouver son esprit d'enfant. Ok. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à une personne hypersensible pour vraiment avoir une relation équilibrée avec son partenaire? Je sais que c'est un peu générique, ça va peut-être recouper ce que tu as dit avant, mais voilà, une personne qui est hypersensible, qui est en couple, quel est le meilleur conseil que tu puisses lui donner pour avoir une relation, pour qu'elle se sente équilibrée avec quelqu'un? Alors, attends, juste que je précise parce qu'il y a deux, trois questions, il y a deux, trois réponses possibles. Une personne qui serait déjà en couple ou une personne qui veut être en couple? Qui serait déjà en couple, on va dire. Et admettons qu'il y ait des soucis dans son couple et ça se passe mal par rapport à son hypersensibilité. Une fois qu'on se connaît bien, la plupart des hypersensibles, et ça irait dans les hauts potentiels, dans même les Asperger, dans plein de profils, la plupart des hypersensibles se connaissent mal. Tu peux faire des fiches entières, côté ingénieur, tu peux faire des fiches de caractéristiques entières sur toi. Comme on le ferait pour une voiture, tu n'es pas une voiture, comme on le ferait pour un frigo, tu n'es pas un frigo, comme on le ferait pour un four, tu n'es pas un four. Mais tu aurais des fiches techniques sur te connaître précisément. Dans tel cas de figure, sur tel type de bruit, tu m'as montré tout à l'heure des bruits qui te faisaient résonner. Bruit de moto qui te fait résonner à fond. Même un bruit, on a bougé un truc sur la table, ça a résonné aussi. Mais c'est super important parce que tu sais précisément quels sont les bruits qui te font réagir ou pas. Je sais pas si on va s'en sortir. Là, il y a un aspirateur qui arrive. Là, il y a un aspirateur qui arrive. J'attends de voir un moment où il va sauter. Et bon courage pour ceux qui écoutaient, qui étaient hypersensibles avec le bruit d'aspirateur. Donc, connaître ta fiche technique. Une fois que tu connais par cœur, tu sais exactement les sons qui te rendent fou, les situations, la température, les lumières. Chez moi, j'ai mis du sparadrap noir sur toutes les lampes en haut pour pas que la lumière soit directe. Là-dessus, j'aurais mis du sparadrap partout, en fait. Pour que la lumière aille sur le côté et ne soit pas directe. Donc, tu as des espèces de croix en sparadrap noir dessus. Et il n'y a que les hypersensibles qui font « Ah, génial, quoi ». Les autres, ils s'en fichent. Donc déjà, tu sais, ça serait hypersensible ou pas. Une fois que tu te connais par cœur, l'autre, si l'autre t'aime, et si l'autre comprend ce que tu vis, il est censé faire tout pour que ça se passe bien pour toi. Et typiquement, il y a des phrases comme « Si jamais tu fais X, je ressens Y ». Si jamais tu me parles trop fort dans les oreilles, si jamais tu me cries dessus, je ressens Y. Y, c'est de la peine, de la frustration, de la colère, de l'énervement, de l'agacement, je me sens abandonné, etc. Quand tu fais X, je ressens Y. Quand on fait X, quand on va à tel endroit, dans telle foule, je ressens Y. Je ressens la peur, la frustration, mon cerveau explose, etc. Tu lui donnes ton mode d'emploi. Ce que tu ressens, tu es le seul à le savoir. On est 7 milliards sur Terre, personne d'autre sur Terre ne peut te dire ce que tu ressens. Tu es le seul à savoir que quand il se passe X, tu ressens Y. Tu lui donnes ton mode d'emploi. Si la personne en face de toi t'aime, elle va vouloir que tu sois heureux. Si elle s'en fout de toi, elle va te dire, elle va en avoir rien à faire que tu es mal. Elle va dire, mais t'exagères, t'en fais trop, c'est n'importe quoi, etc. Alors, prends cette règle quand même avec des pincettes. Il faut que l'autre soit ouvert à la communication, il faut qu'on soit à un moment où on ne soit pas en crise, en dispute. Mais de manière générale, si je donne mon mode d'emploi, si je te dis j'ai mal quand il se passe ceci, il en sort que deux, c'est assez binaire. Il n'y a que deux équations. Soit l'autre veut que j'ai moins mal, soit il s'en fout que j'ai mal. Et donc tu peux arriver à la question d'après qui est, est-ce que je dois rester avec quelqu'un qui n'en a rien à faire quand j'ai mal? Et peut-être même lui dire en fait, comment est-ce que je peux rester avec toi si quand j'ai mal, tu n'en as rien à faire? Et des fois, l'amour ne suffit pas. Et 70% des gens se quittent même en étant amoureux. Ça, c'est dingue. Ouais. C'est vraiment dingue. Je suis obligé de te poser une dernière question. Il y a beaucoup de personnes dans ma communauté qui ont tellement souffert, qui en ont tellement bavé, qu'elles renoncent. Elles se résignent et pour pas souffrir, elles ne veulent plus s'exposer à l'amour.
L'amour comporte cette part de lumière et cette part d'ombre. La souffrance, comme dit Woolsey dans sa chanson, c'est aussi souffrir. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Parce que quelque part, moi, quand je les ai en coaching ou dans les commentaires, elles me font part de leur choix, mais en même temps, je sens, si elles viennent me voir, c'est qu'elles sont tristes de ce choix-là. Et il y a quelque part une sorte d'impasse, en fait. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces personnes? Est-ce que ces personnes dont tu parles, elles ont 41 ans, elles sont célibataires? Elles font des vidéos sur YouTube ou pas? Non, t'as abandonné, non, ça va? Ok. Déjà, il y a quelque chose, la quête amoureuse a quelque chose de normal, de naturel, à avoir des vagues de motivation et des vagues de démotivation. Comme pour un régime, comme pour aller faire du sport, comme pour écrire le travail, comme pour écrire son mémoire quand on est étudiant, comme pour plein de choses. Il y a des phases où on se sent l'envie de ça, des phases où on est en repos, et il faut totalement s'accepter et être OK avec ça. Si maintenant, ça dure dans le temps, ça fait quelques mois, quelques années que tu es là-dedans, si jamais tu as une forme de traumatisme qui est assez profond, de peur, d'angoisse, où tu as souffert de manière gigantesque, et des fois on parle de réaction post-traumatique. J'ai tellement souffert, comme ceux qui revenaient des guerres à l'époque, j'ai tellement souffert que je ne veux plus jamais être là-dedans. Revivre cette blessure. Je peux plus, ça a été tellement fort, j'ai tellement souffert. Mais des fois, c'est une question vraiment de vie ou de mort. J'ai failli mourir tellement que j'ai souffert. Je suis encore traumatisé, je le vois des fois, de ma rupture d'il y a 7 ans. Dans ce cas-là, il faut aller voir un spécialiste. Il y a l'EMDR qui marche extrêmement bien avec les yeux. Il y a des psychologues qui sont géniaux, il y a des coachs qui sont géniaux. Ne reste pas dedans, comme pour chaque problème psychologique ou physique, va voir un expert, ne reste pas dedans, ça coûte pas si cher que ça, et sors-en si tu en as envie, sors-en. On fait bien, la différence là-dedans, c'est bien la durée. Est-ce que ça fait 3-4 mois, même un an ou deux On dit qu'en moyenne, en France, il faut 23 mois entre deux relations sérieuses. Il faudra à peu près 12 mois pour oublier son ex et 23 mois pour une nouvelle relation sérieuse. Alors, si c'est à peu près 2 ans pour une relation sérieuse, ça veut dire que chez certains, ça va être 6 mois, un an, d'autres, ça va être 2-3 ans. Tu veux dire 23 mois pour que la relation devienne sérieuse? Pour retrouver une relation sérieuse suite à une rupture amoureuse. Ah oui, d'accord. Et 12 mois pour oublier son ex ou que notre ex influe moins sur notre vie, et 23 mois, c'est statistique quasiment INSEE. 2 ans, en fait. Quasiment 2 ans. Un an pour oublier son ex et puis encore un an pour... Un an pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer une relation sérieuse, pas une relation temporaire. Donc à peu près 2 ans. Donc maintenant que tu as à peu près ce référentiel, si ça fait 7 ans que tu es tout seul et que tu es toujours dans cette espèce de traumatisme, c'est qu'il y a un truc à régler, un truc à guérir. Il faut reprogrammer quelque chose. Le MDR marche à merveille. C'est ce qu'on utilisait sur les soldats qui rentraient des guerres, ça marche à merveille, ça coûte vraiment pas cher. Allez en parler à un psychologue, à un coach, à un psychiatre pour en sortir. Mais si maintenant tu me dis ça fait 2 semaines ou 3 semaines ou 6 mois que j'ai abandonné, c'est normal, tu vois, ça donne à peu près la durée de la chose. Ok. Il y a les TCC aussi pour s'exposer. Oui, je suis fan de ça. Ok. Est-ce qu'on peut mourir d'amour? Il paraît que... Alors, je rigole. Pourquoi je rigole? C'est la pire chose à faire au monde. Oui, c'est vrai, on peut mourir d'amour. C'est un sujet qui est absolument pas drôle. Mais on peut mourir d'amour. On dirait le titre d'une musique de Cabrel. Mais on peut mourir d'amour. Les peines de cœur venaient de ça, à la base. C'était le cœur qui avait mal au cœur. Alors, ça reste extrêmement rare. C'est 1 pour 300 000, je crois. Donc, ça reste très, très peu fréquent. Un peu comme quand on gagne au loto, mais ça peut arriver. Ok. Je te remercie, Antoine. Avec plaisir. Et on a discuté 10-15 minutes avant, et puis c'est vraiment là que je te découvre. T'es une mine d'informations. Non, c'est assez impressionnant. T'as vraiment une connaissance holistique sur le sujet. Je vois que tu t'intéresses à l'anthropologie, à l'épigénétique, à la sociologie, à la psychologie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et aussi, parce que voilà, tu as une grosse chaîne de 250 000 abonnés. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un comme toi, donc je suis honoré. Et est-ce que tu as peut-être un cadeau à offrir à la communauté? Je ne sais pas, un lead magnet? Il y a si on tape mon nom et prénom dans Google, on tombe sur à peu près tout ce que je fais. Il y a des quiz un peu partout, il y a des PDF. Tapez simplement mon nom avec le sujet, puis vous allez voir, il y a des tonnes de... J'ai même pas en particulier un truc, mais tout apparaît pour me suivre selon vos préférences, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube. En principe, on me trouve sur plein de choses. Ouais, et notamment, si tu fais des réels un petit peu partout, c'est ça? J'essaye, ouais. Merci Antoine. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Ciao.